Aujourd'hui, les amis, je vais faire quelque chose de totalement différent. Dans mes 2 premières vidéos sur cette affaire, je réfléchissais à haute voix. Je posais des hypothèses, je questionnais. C'était mon rôle à ce moment-là, parce que les faits ne permettaient pas encore de conclure. Aujourd'hui, ils le permettent. Parce que depuis ma dernière vidéo, il s'est passé quelque chose. Le 2 juin dernier, il y a quelques jours, Ousmane Sonko a tenu une conférence de presse. Et cette sortie a tout changé dans mon analyse. Alors aujourd'hui, je ne questionne plus. Je lis les signes. Et je vous dis ce que je vois, les amis. Mais avant ça, je veux vous poser une question, une seule. Comment un président de la République, entouré de conseillers dont le travail consiste précisément à anticiper les conséquences de chaque décision majeure, peut-il prendre une décision qui renforce politiquement celui qu'il vient d'écarter? Cette question, les amis, elle va nous accompagner tout le long de cette vidéo. Et je crois qu'à la fin, vous aurez votre propre réponse. Sur ce, bienvenue sur Chanel Décrypte. Commençons par fermer une porte. Dans ma première vidéo, j'explorais l'hypothèse d'une rupture orchestrée. Une stratégie concertée, un limogeage qui sera en réalité une libération politique planifiée ensemble. La conférence de presse du 2 juin ferme définitivement cette hypothèse. Pourquoi? Parce que ce que Sonko a dit ce jour-là ne ressemble pas au langage d'une stratégie concertée. Ça ressemble au langage d'un homme qui règle ses comptes, qui vide ses dossiers, qui tourne une page. J'ai relevé 3 faits, les amis. Le premier fait, Sonko révèle que le 22 mai n'était pas la première conversation sur une éventuelle séparation. Il y avait eu 2 réunions avant. 2. Ce détail est important. Ça veut dire que Diomaye cherchait à se débarrasser de Sonko depuis un moment et que Sonko le savait. Deuxième fait, Sonko résume la vision de Diomaye en une formule cinglante. Je cite ses propos. Le président veut faire du PASTEF sans PASTEF. Cette phrase, on ne la sort pas dans une stratégie coordonnée avec quelqu'un. C'est une accusation publique, frontale, devant les caméras du monde entier. Troisième fait, le congrès du PASTEF, annoncé pour le 6 juin. Sonko le présente lui-même comme le point de départ d'une stratégie électorale assumée. Ce n'est plus un allié qui prend du recul. C'est un adversaire qui structure sa machine de guerre pour les prochaines élections. La rupture est donc réelle. Le divorce est consommé. Avançons, les amis. Le plus intéressant reste à venir. La communauté, je veux maintenant vous parler de quelque chose dont personne ne parle vraiment. Et pourtant, c'est peut-être la dimension la plus explosive de toute cette affaire sur le plan institutionnel. Lors de sa conférence de presse, Ousmane Sonko a utilisé un seul mot pour décrire la situation politique au Sénégal aujourd'hui. Il a dit « cohabitation ». Ce mot en politique, les amis, tout le monde croit le connaître. On pense à la France des années 80, un président d'un camp, un premier ministre de l'autre. 2 blocs opposés qui se partagent le pouvoir en se regardant en chien de faïence. Mais ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui, les amis, ce n'est pas ça. C'est quelque chose de bien plus étrange, de bien plus inédit. Quelque chose pour lequel il n'existe pas encore de mots dans la théorie politique classique. Parce que ici, les amis, nous avons un président et une assemblée du même parti. Le PASTEF, les amis, contrôle 132 sièges sur 165 à l'Assemblée nationale. C'est une majorité écrasante, historique. Mais ce même parti refuse de participer au gouvernement. Laissez-moi reformuler ça clairement. Parce que je crois qu'on ne mesure pas encore la portée de ce qui se passe. Diomaye est président. Son parti est majoritaire au Parlement. Mais son gouvernement est composé sans son parti. Ça n'a pas de nom. Les constitutionnalistes vont devoir inventer un nouveau concept. Laissez-moi rigoler un moment pour dédramatiser la situation. Concrètement donc, ça veut dire que chaque loi que ce gouvernement voudra faire passer devra convaincre les députés du PASTEF. Il faudra qu'ils votent pour. Des députés dont le chef de parti vient de claquer la porte au gouvernement. Ça veut dire que chaque budget annuel devra obtenir l'aval d'une assemblée contrôlée par celui que le président vient de limoger. Ça veut dire que le nouveau premier ministre arrive à la tête d'un gouvernement sans base politique
propre, sans légitimité populaire, nommé par un président qui n'a plus son parti derrière lui. Et Sonko l'a dit lui-même avec une précision chirurgicale. Je cite ses propos. Si Pastef le veut, ce gouvernement peut être censuré. Bien sûr, les amis, il n'a pas dit qu'il le ferait. Il a juste pris soin de dire qu'il le pouvait. Et il a rangé l'épée. En tout cas pour l'instant. Alors posez-vous la question, franchement, mes frères et sœurs, dans cette configuration, qui gouverne vraiment le Sénégal? Et c'est là, les amis, qu'on arrive à la question qui me dérange le plus dans cette affaire. Pourquoi? Pas pourquoi la rupture, hein? Non, ça on vient de le voir. Les désaccords étaient réels, les tensions profondes, la rupture humaine et politique consommée, non. La question que je pose, c'est une autre. Comment un président de la République, entouré de conseillers dont le seul travail est d'anticiper les risques politiques, a-t-il pu prendre une décision aux conséquences aussi lourdes? Une décision qui crée une situation institutionnelle inédite. Une décision qui, comme je l'analysais dans ma deuxième vidéo, risque mécaniquement de renforcer celui qu'on écarte. Parce que si nous, simples observateurs, pouvons voir tout ça, il paraît difficile de croire que personne au sommet de l'État ne l'ait vu. Alors pourquoi? Pourquoi? Je ne vais pas donner de réponse, car je ne suis pas dans le secret des dieux. Je vais juste vous poser des faits, chronologiquement, et je vais vous laisser avec eux. Vous vous ferez votre propre opinion. Fait numéro 1. Ousmane Sonko avait une posture ouvertement et publiquement hostile au FMI. Ce n'est pas une rumeur, c'est documenté. Il s'inscrivait dans une ligne souverainiste assumée, renégocier durement, refuser certaines conditions, ne pas se soumettre aux dictats des créanciers internationaux. Deuxième fait. Depuis novembre 2025, les négociations entre le Sénégal et le FMI étaient au point mort, complètement bloquées. Dans un pays où la dette atteint, selon le FMI lui-même, 132% du PIB. Un pays qui a besoin de financement extérieur pour fonctionner. Fait numéro 3. Diomaye Faye avait rencontré la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, lors d'un forum à Nairobi, peu de temps avant le limogeage. Fait numéro 4. Le lendemain du limogeage de Sonko, le ministre des Finances sénégalais annonce que les discussions avec le FMI reprennent, que les échanges évoluent favorablement, que de nouvelles séances de travail sont prévues. Fait numéro 5, le nouveau ministre Alamine Loum est un profil technocrate. Pas un militant souverainiste, non, pas un panafricaniste, un administrateur, un homme des institutions. Fait numéro 6, la coalition Diomaye Président, qui s'est structurée en parallèle du PASTEF depuis 2024, regroupe selon les observateurs des anciens cadres administratifs, des technocrates issus des régimes précédents, des réseaux sensibles à la stabilité financière plutôt qu'à la rupture militaire. Les amis, je vous pose ces faits comme je les ai trouvés, dans l'ordre où ils se sont produits. Et honnêtement, je ne vais pas vous dire quoi en penser. Moi, je me pose des questions avec vous. Peut-être que c'est une simple coïncidence de calendrier. Peut-être que la partie de l'opinion publique qui parle d'influence néocoloniale dans cette affaire a raison. Peut-être que la réalité est quelque part entre les deux. Peut-être qu'on est très loin de tout ça. En tout cas, pour ma part, je ne sais pas. Je n'affirme rien et je me méfie de tous ceux qui prétendent avoir la réponse. Alors, je vous soumets la question. Dites-moi ce que vous en pensez. J'attends vos réponses en commentaire. Posons cette question de côté un instant, parce qu'il y a une autre qui me semble encore plus importante. Une question que l'histoire du Sénégal elle-même nous pose. Est-ce qu'on a déjà vu ce scénario avant? Est-ce qu'on a déjà vu dans l'histoire du Sénégal un homme politique qu'on tente d'éliminer qui finit plus fort qu'avant? Laissez-moi vous montrer quelque chose, les amis. Au Sénégal, il existe une tradition politique non écrite. Les hommes qu'on tente de détruire et qui résistent finissent par accéder au sommet. Regardons ensemble Idrissa Seck, dauphin désigné d'Abdoulaye Wade, homme de confiance, numéro 2 incontesté,
Écarté brutalement en 2004, poursuivi en justice, emprisonné, Wade pensait l'avoir éliminé définitivement. A survécu et il est resté une force politique majeure pendant plus de 20 ans. Macky Sall, directeur de campagne de Wade, président de l'Assemblée nationale sous Wade, homme du sérail, puis écarté, humilié, poussé vers la sortie. Wade pensait l'avoir neutralisé. Macky est devenu président de la République en 2012 et a gouverné pendant 12 ans. Et maintenant, Ousmane Sonko, interpellé, poursuivi, emprisonné, condamné, privé de ses droits civiques, empêché de se présenter à la présidentielle de 2024. Macky Sall pensait l'avoir définitivement éliminé. Résultat, son parti remporte les élections, son protégé devient président et lui devient premier ministre. Aujourd'hui, Diomaye pense reprendre la main en le limogeant. Est-ce que vous voyez le schéma, les amis? Est-ce que vous voyez? Chaque fois que pouvoir sénégalais a voulu éliminer un adversaire politique majeur, il a échoué. Et dans certains cas, il a contribué malgré lui à fabriquer son successeur. Le Sénégal a une mémoire. Et cette mémoire, les amis, dit quelque chose de simple. On n'élimine pas ces hommes-là. Non. On les fabrique. Posons maintenant les faits froidement. Un par un, sans affect, sans militantisme, juste les faits. 1. Sonko est l'homme politique le plus populaire du Sénégal. Pas depuis hier, pas depuis avant-hier, mais depuis longtemps. Ni les procès, ni la prison, ni l'exclusion de la présidentielle n'y ont changé quoi que ce soit. Cette popularité est un capital qui ne s'érode pas, il s'accumule. 2. Il contrôle 132 sièges sur 165 à l'Assemblée. C'est le centre du pouvoir législatif du pays. Aucune loi ne passe sans lui, aucun budget ne s'adopte sans lui et il en est désormais le président. 3. Il vient de traverser une épreuve publique majeure avec une dignité remarquable. Il n'a pas mobilisé la rue, non, il n'a pas attaqué, il a parlé. Calmement, posément, un homme d'État. Et ce positionnement, les amis, ça ne s'improvise pas, ça se construit. 4. Il a dit, nous ne censurerons pas. Cette phrase est stratégiquement brillante. Il se place au-dessus de la mêlée. Il protège l'intérêt national. Il parle déjà le langage d'un président, pas d'un adversaire politique ordinaire. 5. Le congrès du 6 juin structure dès maintenant la machine électorale pour 2027 et 2029. La campagne présidentielle et les législatives ont déjà commencé, sans en avoir l'air. Et c'est souvent comme ça que les grandes campagnes commencent. 6, les amis, le plus troublant. Diomaye gouverne aujourd'hui sans son propre parti. Dans un pays où ce parti représente la majorité absolue du Parlement, cette fragilité structurelle ne va pas se résorber. Elle va s'approfondir. Chaque difficulté économique, chaque réforme impopulaire, chaque frustration sociale va creuser l'écart entre la présidence et le peuple. Et en face, il y a Sonko, disponible, libre, populaire et patient. Alors voilà où j'en suis, les amis. Si on regarde le parterre sénégalais, si on regarde le faisceau d'indices, si on regarde la configuration institutionnelle inédite qui vient de se mettre en place, si on regarde comment cette séquence a mécaniquement élargi la base électorale de Sonko, j'en parlais en détail dans ma deuxième vidéo. Allez la voir si vous ne l'avez pas encore fait. Tout indique que nous sommes en train d'assister en temps réel à la fabrication du prochain président du Sénégal. Et ce président, les amis, s'appelle Ousmane Sonko. Je ne vous dis pas que c'est certain. La politique est imprévisible. Les hommes changent, les circonstances changent. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici 2029. Mais ce que je vous dis, c'est que si vous cherchez aujourd'hui un homme qui cumule la popularité, la légitimité institutionnelle, la liberté politique, une machine partisane en ordre de bataille et une épreuve publique traversée avec dignité, cet homme, c'est Sonko. La communauté, il y a une question qui m'a accompagnée tout le long de cette vidéo et je vais la poser, vous me connaissez déjà. Diomaye le voit-il? Est-ce qu'il mesure que chaque jour qui passe dans cette configuration fragilise sa présidence et renforce son adversaire? Est-ce qu'il réalise que les 6 faits que je viens de poser dessinent quelque chose d'inquiétant pour lui-même?
Est-ce qu'il comprend qu'en voulant s'affranchir de Sonko, il a peut-être, je dis peut-être malgré lui, signé le bulletin de victoire de 2029? Ou alors, est-ce qu'il fait un calcul différent, un calcul que nous ne voyons pas encore? Je ne sais pas, et c'est peut-être la question la plus importante de toute cette affaire. Ce que je sais, c'est ceci. C'est la première fois sur cette chaîne que je vous fais une prédiction. Pas une hypothèse, pas une question ouverte, une lecture, des signes qui me mènent vers une conclusion. Peut-être que je me trompe. Peut-être que Diomaye va surprendre tout le monde. Peut-être que Sonko va commettre une erreur majeure que personne n'anticipe. Peut-être que 2029 nous réservera quelque chose qu'aucun de nous n'a vu venir. Mais si cette vidéo vieillit bien, les amis, souvenez-vous que vous l'avez vue ici, sur Channel Décrypte, en juin 2026, 3 ans avant l'élection. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous voyez les mêmes signes que moi? Est-ce que vous avez une lecture différente de la situation? Est-ce que vous pensez que Diomaye peut encore renverser la situation? Et pour ceux qui découvrent cette chaîne avec cette vidéo, les 2 premières analyses sur cette affaire sont disponibles. Elles posent toutes les briques qui m'ont amené jusqu'ici. Regardez-les. Et dites-moi si le chemin que j'ai emprunté tout le long tient la route. Partagez cette vidéo s'il vous plaît mes frères et sœurs. Et abonnez-vous à la chaîne parce qu'elle est nouvelle. Pas pour me faire plaisir. Parce que dans 3 ans, on va tous se souvenir de ce moment où l'histoire du Sénégal s'est écrite devant nos yeux. À très bientôt sur Channel Décrypte. Et bien sûr, que le Seigneur bénisse le continent africain. Bye bye, au prochain épisode.